Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et toujours motivés pour travailler en histoire. Aujourd'hui, nous allons poursuivre donc le thème 2, le monde depuis 1945, et ce nouveau chapitre va nous permettre d'étudier la guerre froide en Europe et dans le monde entre 1947 et 1991. C'est parti! En introduction tout d'abord, vous avez l'habitude d'utiliser cette vidéo, de mettre sur pause quand vous le souhaitez. Je vous propose de commencer avec cette carte qui nous ramène dans les années de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale vers la victoire des Alliés 1943-1945. Quelle est la situation à cette époque? Depuis Stalingrad, la victoire très importante de Stalingrad des soviétiques contre l'armée d'Hitler, l'armée de l'Allemagne nazie, et bien depuis Stalingrad en février 1943, progressivement, les armées soviétiques, l'armée rouge, ont convergé et avancent vers l'ouest, leur objectif étant bien évidemment l'Allemagne et Berlin. Voilà la situation sur le front Est, et ce faisant, l'armée rouge soviétique libère de nombreux territoires qui auparavant, en Europe de l'Est et en Europe centrale, étaient occupés par les armées allemandes. Sur l'autre front, depuis 1942, il y a eu un débarquement anglo-américain. Les armées américaines, anglaises, aidées de quelques forces des forces françaises libres en Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, et ces armées progressivement, à partir de l'Italie, progressent vers le nord. L'élément le plus important, c'est le débarquement du 6 juin 1944. L'armée américaine, l'armée anglaise, là aussi quelques forces canadiennes, quelques forces françaises, les forces françaises libres, les forces résistantes, avec De Gaulle à Londres, eh bien ce débarquement du 6 juin 1944 permet progressivement, même si les progrès ne sont pas aussi rapides que souhaité au départ, d'aller également, d'avancer vers l'Allemagne, et l'objectif étant Berlin. La jonction entre les deux fronts et entre les deux armées surtout, entre l'armée rouge et les armées américaines et britanniques, se fait à Torgau. Voilà ici une photo qui vous montre donc le 25 avril 1945, les troupes américaines et soviétiques qui font leur jonction sur l'Elbe à Torgau, au sud-ouest de Berlin. Et on voit des soviétiques ici, avec l'accordéon, avec des Américains, et donc qui célèbrent cette grande alliance et cette grande victoire. Et les deux pays qui ont joué un rôle central dans cette victoire, il s'agit des États-Unis et de l'URSS. Cette grande unité entre les deux pays auxquels on va associer bien sûr le Royaume-Uni, elle s'est manifestée également vers la fin de la guerre à la conférence de Yalta que nous avons déjà étudiée en février 1945 pour préparer les lendemains de la guerre. On reconnaît Churchill du Royaume-Uni, le Premier ministre, Roosevelt très malade et affaibli, ce sont les dernières semaines d'existence de Roosevelt, président des États-Unis, et à sa gauche, donc pour nous à droite, Staline, le dictateur, le chef suprême de l'URSS depuis les années 1920, mais cette photo, elle manifeste surtout donc l'unité des Alliés pendant la guerre. Ce qui va nous amener à nous interroger, que s'est-il passé pour que très rapidement les Alliés, et principalement ici nous nous intéressons aux États-Unis et à l'URSS, se méfient l'un de l'autre jusqu'à consacrer un divorce qu'on va appeler la guerre froide. Voici par exemple une bande dessinée qui est diffusée à plusieurs millions d'exemplaires aux États-Unis en 1947 et qui se demande si c'est demain. Est-ce que demain l'Amérique sera sous la loi du communisme? On voit le drapeau américain se consumer dans des flammes rouges, symbole du communisme, et on peut ajouter également cette autre une de bande dessinée adressée donc logiquement souvent à un jeune public, c'est bien sûr une forme de propagande ici à travers cette image. On reconnaît le marteau et la faucille, symbole du communisme et de l'URSS, et on voit cette main peu engageante, menaçante, qui s'abaisse et qui risque ici de capter un village tranquille dans une campagne tout aussi tranquille. Du côté soviétique,
il y a également ce même sentiment de défiance et de méfiance. Par exemple, cette affiche du graphiste soviétique Boris Efimov de 1953, qui nous montre des Américains qui sont en train de préparer visiblement une colombe, c'est l'oiseau symbole de la paix, avec un rameau d'olivier dans le bec, et en fait, le corps de cette colombe, eh bien, il cache une bombe. Le message est relativement clair, hein. Il faut se méfier de ce que disent les Américains, puisque derrière des discours de paix, eh bien, ils ne proposent que la guerre. Ils veulent entraîner la guerre partout dans le monde. Je parle du monde d'après la Seconde Guerre mondiale. Cette image, pour voir que ce qui est généralement la caricature des États-Unis, l'oncle Sam, entre l'oncle Sam et l'ogre, l'ours russe, est représenté ici par l'URSS. Il y a donc un divorce qui va s'effectuer très rapidement après la victoire définitive des Alliés en Europe le 8 mai 1945 contre l'Allemagne, le 2 septembre 1945 contre le Japon dans le Pacifique. L'objectif de ce cours, ça va donc être d'expliquer ce qu'est la guerre froide. Donc en introduction, je vous laisse compléter bien évidemment les 3 questions qui vont nous intéresser. Quelles sont les conséquences de la guerre froide en Europe et dans le monde? Et troisième temps, pourquoi la guerre froide s'est-elle terminée en 1991? Vous n'oubliez pas, bien sûr, de mettre sur pause quand vous en avez besoin, et vous pouvez écrire grand 1. Qu'est-ce que la guerre froide? Nous commençons donc à nous interroger sur la première des questions de l'introduction. Alors, on va d'abord essayer de situer la guerre froide dans son temps, dans son époque, avec cette chronologie, une chronologie de la guerre froide de 1947 à 1991, que vous retrouvez dans votre manuel, page 152. La première question, c'est de savoir quand commence la guerre froide. Certains historiens font remonter ses origines jusqu'en 1917, c'est-à-dire l'année de la Révolution russe et de la construction progressive du modèle soviétique, communiste en Russie pour l'instant et uniquement en Russie. D'autres auteurs font démarrer cette guerre froide en 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'autres encore en 1949 avec la division des 2 Allemagnes. J'ai choisi ici dans ce cours l'année 1947 puisque c'est l'année durant laquelle 2 doctrines, 2 textes très importants vont être écrits et proclamés, d'une part par les États-Unis, d'autre part par l'URSS. Et on va avoir l'occasion d'étudier dans ce cours donc ces 2 textes. Donc 1947, début de la guerre froide, et pendant plus de 40 ans, pendant plus de 4 décennies, cette guerre froide donc va être l'essentiel des relations internationales dans le monde. Une question pour savoir quand se termine la guerre froide. Pour certains historiens, on peut considérer que la guerre froide est quasiment terminée en 1989, avec notamment ce symbole dont vous avez entendu parler, la chute du mur de Berlin. Pour d'autres, il faut réellement attendre 1991, et c'est la date que nous retiendrons également dans ce cours, avec la fin, la dissolution de l'URSS. La guerre froide, pour la définir, il faut aussi la situer dans l'espace. Et on s'aperçoit que cette carte n'est pas une carte de l'Europe, une carte de l'Afrique ou de l'Asie. Il s'agit d'un planisphère, une carte du monde. Et le monde s'est retrouvé divisé en 2 blocs entre 1947 et 1991. L'Europe va jouer un rôle secondaire. Les 2 pays qui vont jouer un rôle essentiel, ce sont les deux grands pays qui sont vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit des États-Unis et il s'agit de l'URSS. Et ces 2 pays qui reposent sur des modèles complètement différents et opposés. Les États-Unis, politiquement, c'est une démocratie depuis le XVIIIe siècle, avec la liberté de penser, une liberté de vote, une liberté de presse également. Du point de vue économique, les États-Unis, c'est un système capitaliste qui repose principalement sur l'initiative individuelle, la propriété privée, la recherche du profit également, la concurrence, et c'est ce qui donne naissance à la société de consommation que nous connaissons par exemple aujourd'hui en France.
De l'autre côté, le modèle est très différent. Issu de la révolution de 1917, l'URSS a construit un projet qui repose davantage sur un sens collectif, un projet dans lequel l'État et le Parti communiste jouent un rôle central et encadrent tous les aspects de la société, y compris en brimant et en interdisant de très nombreuses libertés individuelles. Pour ce qui nous intéresse ici directement, la guerre froide, elle se joue donc dans le monde entier, derrière l'URSS et derrière les États-Unis, de nombreux pays vont devoir choisir leur camp. En Europe, par exemple, on s'aperçoit ici, avec cette carte de l'Europe de la guerre froide que vous retrouvez dans votre livre, page 151, on s'aperçoit que l'Europe s'est divisée en deux camps. En bleu, les pays qui sont alliés aux États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la RFA, qu'on appellera l'Allemagne de l'Ouest, et puis en rose, les pays qui se sont alliés, ou qui souvent n'ont pas eu le choix, sont des créations parfois de l'URSS, ce sont des pays communistes en Europe de l'Est, on peut citer la Pologne, la Hongrie par exemple. Pour comprendre les débuts de la guerre froide, il faut encore une fois revenir à la situation au moment de cette conférence de Yalta que nous venons d'évoquer, qui organise le monde de l'après-guerre, et on s'aperçoit que les soviétiques n'ont pas seulement libéré le territoire de l'URSS, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont avancé à travers l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, leur objectif étant d'aller jusqu'à Berlin. À la fin de la guerre, l'armée rouge soviétique va rester sur ses positions, elle ne retourne pas au pays, et l'armée rouge va essayer, pour la première fois dans son histoire, puisque avant la guerre, il y avait un seul pays communiste dans le monde, c'était l'URSS, et bien après la Seconde Guerre mondiale, les soviétiques, le Parti communiste, Staline bien sûr au pouvoir, et bien va mettre en place des dictatures communistes en Europe de l'Est, on va les appeler des démocraties populaires, mais ce sont réellement des dictatures communistes, parfois avec le soutien de la population, et parfois quand c'est nécessaire, par la force, en ne respectant pas le souhait des populations. De l'autre côté, il y a un gouvernement français qui se met en place à la Libération en France. Il y a un gouvernement italien en Italie, un gouvernement belge avec des élections libres. Ce n'est pas du tout le cas en Europe de l'Est. Et certaines caricatures, comme par exemple cette caricature qui a été réalisée par un Britannique, Illingworth, en 1947, s'inquiète et se demande si le personnage ici qui représente Staline, va continuer son avancée vers l'Est. On voit ici tous ces pays qui sont assurés, ce sont des pays qui sont devenus communistes après la Seconde Guerre mondiale en Europe de l'Est, et il y a des pays sur lesquels il y a un point d'interrogation. Deviendront-ils aussi communistes? Par exemple la Suède, ici, ou par exemple la France. Voilà l'inquiétude majeure que certains ont en Europe de l'Est et également en Europe de l'Ouest, et également aux États-Unis. Les deux textes qui résument le mieux peut-être et qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'est la guerre froide, il s'agit de deux doctrines qui sont entrées dans l'histoire et qui ont été rédigées la même année. Ici, le discours du président américain Harry Truman devant le Congrès en 1947 et sa réponse quelques mois plus tard. Andreï Zhdanov, c'est un homme, un conseiller politique de Staline, en 1947 également, et ces deux textes nous permettent donc de définir ce qu'est véritablement la guerre froide. Alors, je vous propose de commencer par l'analyse tout d'abord de la doctrine Truman. Tout d'abord, préciser qui est Truman, donc le président qui a succédé à Roosevelt. Roosevelt décédé juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, et Truman va rester président donc des États-Unis jusqu'en 1952. Une expression qu'il faut peut-être expliquer dans ce texte que je vais vous laisser lire. Il s'agit ici, dans la dernière phrase du texte, les germes des régimes totalitaires, ça veut dire l'origine, les racines des régimes totalitaires, c'est-à-dire des dictatures, sont nourries par la misère et le besoin. Je vous propose de travailler sur trois questions que vous retrouverez dans la fiche d'activité pour ceux qui l'ont imprimé. Pour ceux qui ne l'ont pas imprimé, vous connaissez le principe, vous ne recopiez pas les questions, vous numérotez simplement dans votre cahier la réponse que vous apporterez à cette question. Première question, selon Truman, quels sont les principes défendus par les États-Unis? Trois exemples attendus. Question 2, selon Truman,
quels sont les principes défendus par l'URSS? 3 exemples attendus. Question 3. Que doivent alors faire les États-Unis d'après leur président? Vous pensez à mettre sur pause, bien évidemment, et je vais vous proposer la correction dans quelques secondes, mais prenez le temps de lire le texte et de réfléchir aux questions. Je reprends la première question. Donc, selon Truman, quels sont les principes défendus par les États-Unis? Truman ne cite pas clairement les États-Unis, mais il commence cette phrase par l'un de ses modes de vie. Et quand on suit la lecture, eh bien on voit qu'il évoque la volonté de la majorité, des institutions libres, des gouvernements représentatifs, des élections libres, des garanties pour la liberté individuelle, et il évoque encore la liberté d'expression et de religion. Même s'il ne le cite pas, on comprend bien évidemment que le premier modèle qui est évoqué ici, il s'agit des États-Unis. Vous choisissez 3 exemples parmi ceux qui sont soulignés. Deuxième question. Selon Truman, quels sont les principes défendus par l'URSS? Alors, pas davantage, l'URSS n'est cité, mais on voit le second modèle de vie. Et on va voir quelques expressions qui s'opposent bien évidemment aux premières. La volonté d'une minorité, c'est-à-dire un petit groupe, imposée à la majorité. Un second modèle qui s'appuie sur la terreur, l'oppression, c'est-à-dire la violence utilisée pour faire appliquer des idées, pour régner, pour diriger, une radio et une presse contrôlée, des élections dirigées et la suppression de la liberté individuelle. Alors qu'on retrouve le mot libre ou liberté de nombreuses fois dans les expressions qui qualifient le modèle américain, cette dernière expression, suppression de la liberté individuelle, montre bien qu'ici, c'est de l'URSS dont il s'agit. J'ai d'ailleurs utilisé bien sûr la couleur rouge, symbole de l'URSS. Que doivent faire alors les États-Unis d'après leur président? La réponse de Truman est très claire. Les États-Unis doivent pratiquer une politique d'aide au peuple libre, et il précise, sous la forme d'une assistance économique et financière. Nous sommes après la Seconde Guerre mondiale, 2 ans après la Seconde Guerre mondiale, et il se trouve qu'en Europe en particulier, de nombreux pays ont encore de très grandes difficultés économiques. Et donc les États-Unis vont développer le projet d'une grande aide économique aux pays qui le souhaitent, et ce sont principalement les pays d'Europe de l'Ouest qui vont répondre et accepter cette aide. Alors cette aide, on peut la schématiser de cette façon. Les États-Unis font faire des dons et des prêts en dollars aux pays de l'Europe de l'Ouest qui le souhaitent. Ils vont également donner ou vendre des produits américains. Et puis ces dons, notamment en argent, permettront aux pays américains, donc aux pays européens, d'acheter des produits aux Américains. Cette grande aide que l'on a appelée le plan Marshall, du nom du secrétaire d'État responsable de la défense aux États-Unis, ce plan Marshall donc a concerné de l'ordre de 13 milliards de dollars, donc ce sont des sommes considérables pour l'époque. L'objectif des États-Unis est double, c'est tout d'abord favoriser la reconstruction de l'Europe de l'Ouest et empêcher que ces pays ne soient attirés par les idées communistes. Et puis il y a un deuxième objectif, c'est que plus vite les économies des pays d'Europe de l'Ouest se reconstruisent, et plus vite ces pays pourront acheter et commercer avec les États-Unis, puisqu'après la guerre, le système d'échange dans le monde a été très perturbé. Ce texte et cette doctrine de Truman, un mot résume cette doctrine, et il est marqué dans le titre du document. On parle de la politique de l'endiguement. L'endiguement, ça veut dire construire des digues, construire des obstacles. L'endiguement, c'est le mot central, l'idée principale de la politique étrangère des États-Unis pendant toute la guerre froide, c'est-à-dire pendant plus de 40 ans, empêcher que le communisme ne se diffuse dans le monde, limiter la diffusion du communisme dans le monde, et pour ce faire, donc, construire des digues. L'endiguement. Nous allons continuer cette étude et voir la réponse maintenant des Soviétiques. La réponse des Soviétiques, la même année, 1947, quelques mois plus tard, la doctrine Jdanov, résister à l'impérialisme américain.
Un mot tout d'abord sur Jdanov. Jdanov, c'est Andrei Jdanov, un conseiller politique de Staline, qui a joué un rôle important dans la politique culturelle de l'URSS. Mais quand Jdanov parle ou écrit, il s'agit bien évidemment de le faire au nom de Staline. Staline qui est en poste et qui est le dirigeant principal depuis la mort de Lénine, donc depuis 1924 et jusqu'en 1953. Donc Staline a dirigé l'URSS pendant une trentaine d'années. Quelques mots que vous allez avoir besoin de bien comprendre pour analyser cette doctrine Jdanov. Alors, asservir, ça veut dire rendre dépendant, rendre esclave, asservir l'Europe, la rendre dépendant. Des directives, ce sont des ordres en quelque sorte. Impérialiste, il s'agit de pays qui veulent se construire un empire à travers des colonies ou en voulant acquérir de nouveaux territoires, des pays impérialistes. Et vous avez enfin ce terme, l'autodétermination des peuples, c'est quand un peuple a les moyens de choisir son avenir, a les moyens de choisir ce qu'il souhaite pour son État. Je vous propose deux questions sur la doctrine Jdanov. Question numéro 4. Relevez deux expressions qui qualifient les États-Unis selon Jdanov. Question numéro 5. Relevez une expression qui qualifie l'URSS selon Jdanov. N'oubliez pas de mettre sur pause. Si vous avez imprimé la fiche d'activité, vous répondez directement dessus. Si vous n'avez pas imprimé, vous mettez simplement le numéro de la réponse. Question numéro 4. Relevez deux expressions qui qualifient les États-Unis selon Jdanov. À partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale et pendant toute la guerre froide, un terme qui est très fréquemment utilisé par les pays communistes, en particulier l'URSS, pour qualifier leurs ennemis, ce sont des pays impérialistes. Et ce sont des ennemis dangereux. Voilà deux expressions qui permettent de qualifier les États-Unis et leurs alliés. Une expression tout à fait opposée et qui qualifie l'URSS selon Jdanov, eh bien l'Union soviétique constitue le rempart, c'est-à-dire la protection dans la défense de l'égalité des droits. L'expression ici qui permet de résumer peut-être la doctrine Jdanov, c'est que face au capitalisme américain impérialiste, eh bien, le rôle des communistes dans le monde, et de l'URSS en particulier, c'est de résister à l'impérialisme américain. Voilà le mot important pour qualifier l'ennemi américain, l'impérialisme. Je vous propose de reprendre ces deux textes pour une dernière question. Finalement, question numéro 6. Quel est le point commun essentiel entre la doctrine Truman, à gauche, et la doctrine Jdanov? Je vous propose de travailler ensemble sur cette question, parce qu'on pourrait penser que tout oppose absolument ces deux textes. Alors il y a un point commun malgré tout, et qui nous permet de définir la guerre froide, puisque c'est notre objectif. Que ce soit les États-Unis par la voie de Truman, et que ce soit l'URSS, ils sont d'accord au moins sur une chose, il y a un point commun, c'est qu'il y a maintenant deux systèmes complètement opposés, antagonistes dans le monde. Truman dit « Toutes les nations se trouvent placées devant le choix entre deux modes de vie, deux modèles, le modèle des Américains ou alors le modèle de l'URSS. » Et on retrouve cette idée également du côté de Jdanov. D'un côté, il y a les États-Unis qui sont qualifiés d'ennemis dangereux, voilà un camp. Et de l'autre côté, il y a l'Union soviétique et les pays à nouvelle démocratie qui constituent le rempart des libertés telles qu'elles sont définies, en tout cas dans le modèle communiste. Donc Truman et Jdanov, Truman et Staline sont d'accord pour dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, le monde se divise désormais en deux blocs, le monde devient, on dit, bipolaire, deux pôles, le monde devient donc bipolaire. Ce monde bipolaire, je reprends la carte que nous avons déjà vue tout à l'heure, eh bien, il va s'organiser progressivement. Les États-Unis vont essayer d'avoir dans leur camp, dans leur bloc, le plus grand nombre de pays, et l'URSS va essayer de faire de même. Pour ce faire, les deux pays leaders, États-Unis et URSS, vont créer par exemple des alliances militaires
Les États-Unis vont créer en 1949 l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'OTAN est une organisation militaire qui rassemble les États-Unis et les pays d'Europe de l'Ouest. Organisation du traité de l'Atlantique Nord, puisque l'Atlantique est ici, et que les pays principaux, les États-Unis comme leader, le Canada, et puis également les pays d'Europe de l'Ouest, donc la France par exemple, ou le Royaume-Uni, sont dans l'OTAN. Du côté de l'URSS, eh bien, il y a également une alliance militaire qui va se mettre en place, qui s'appelle le Pacte de Varsovie. Ce pacte de Varsovie, donc, c'est une organisation militaire qui rassemble l'URSS et les pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne, la Hongrie ou la Roumanie, par exemple. Voilà. Et il va y avoir comme ça des organisations qui vont se faire, des institutions qui vont se créer dans le domaine militaire, dans le domaine économique. On va voir s'affronter ces deux blocs également dans de multiples domaines, dans le domaine du sport par exemple, à travers les Jeux Olympiques, dans le domaine de la science également, à travers la course à l'espace, savoir qui sera le premier pays qui enverra un homme dans l'espace, c'est l'URSS. Alors qui sera le premier pays qui enverra le premier homme sur la Lune? Ce seront les États-Unis. Voilà. La guerre froide, c'est un affrontement dans tous les domaines. C'est d'abord un affrontement entre des idéologies et c'est un affrontement qui va donner lieu également à des guerres, comme on peut le constater ici, hein, en Corée ou au Vietnam, en Asie. Il va y avoir des affrontements également en Europe, plusieurs crises à Berlin, et des affrontements également dans le continent américain, à Cuba. On aura l'occasion de revenir sur ces affrontements dans la suite du cours. Je vous propose de vous arrêter un temps et d'essayer de mettre tranquillement les principales idées dans ce tableau où je vous invite à définir le bloc américain, qu'on appelle le bloc de l'Ouest, et le bloc soviétique et le bloc de l'Est en fonction de trois éléments. Tout d'abord, première ligne, pays principal plus idéologie. Deuxième ligne, quelles sont les alliances militaires de part et d'autre, et quelques États alliés. Si vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo, bien évidemment. Une petite pause s'impose. Si vous avez la fiche, bien évidemment, vous complétez le tableau. Et si vous n'avez pas pu imprimer, je vous demande sur votre cahier de refaire rapidement ce tableau parce qu'il est important pour voir les idées essentielles. Du côté du bloc américain ou du bloc de l'Ouest, le pays principal, il s'agit des États-Unis, et l'idéologie, peut-être deux mots importants, deux expressions, hein, le capitalisme et la démocratie. De l'autre côté, il s'agit de l'URSS, bien sûr, leader du bloc soviétique, et l'expression importante, le communisme. L'alliance militaire du côté du bloc américain, c'est l'OTAN. Du côté du bloc soviétique, le pacte de Varsovie. Et quelques États alliés que vous pouviez choisir dans la liste ici. Les États alliés, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne de l'Ouest. Et du côté soviétique, la Pologne, la Hongrie, l'Allemagne de l'Est. On s'aperçoit donc que l'Allemagne, un État, se retrouve divisé en deux par la guerre froide. On aura l'occasion d'étudier ce cas spécifique de l'Allemagne dans la partie 2 de ce cours. Pour terminer cette première partie, je vous propose maintenant de travailler sur cette synthèse. Alors, ceux qui ont la fiche, vous complétez la fiche directement. Pour les autres, je ne vous demande pas d'imprimer la totalité, de recopier la totalité de ce texte. Hein. Je vais vous demander simplement de choisir dans le vocabulaire qui est ici, eh bien, les termes qui correspondent à chaque endroit et vous allez numéroter sur votre feuille simplement 1, 2, 3, 4, 5, et vous mettez le terme qui correspond. Nous corrigerons ça ensemble, mais vous allez voir dans quelques instants la correction. On met d'abord sur pause pour que vous ayez le temps de lire ceci, et ensuite nous corrigerons ce dernier travail qui mettra fin à ce cours. Vous avez déjà un premier indice qui est indiqué. De 1947 à 1991, le monde vit au rythme de la guerre froide. La guerre froide est d'abord un affrontement idéologique entre les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS, qui ont des visions du monde qui s'opposent. Dans le domaine économique, les États-Unis ont un système capitaliste qui repose sur la réussite individuelle, la propriété privée, la recherche du profit, la concurrence, etc. Dans le domaine politique, les États-Unis sont une démocratie
liberté de vote, liberté de la presse, etc. Depuis la révolution de 1917, l'URSS défend un modèle très différent. Le système communiste repose sur le parti unique et l'État, qui dirige et encadre tous les aspects de la société. Ce modèle met en avant la réussite collective et interdit de nombreuses libertés individuelles. Les États-Unis et l'URSS veulent chacun diffuser leur modèle dans un monde qui devient bipolaire. Ils créent des alliances avec d'autres États, par exemple dans le domaine militaire. Les États-Unis ont une stratégie d'endiguement et soutiennent les pays d'Europe de l'Ouest avec l'aide économique du plan Marshall. L'URSS met en place de nouvelles dictatures communistes en Europe de l'Est. La guerre froide est à l'origine de crises importantes, Berlin, Cuba, et de guerres en Corée, au Vietnam. La guerre froide s'impose progressivement dans tous les domaines, sport, art, sciences, etc. L'objectif étant de montrer sa supériorité par rapport au modèle opposé. Voilà, reprenez le temps de voir à nouveau la vidéo si c'est nécessaire, s'il y a des petites choses qui vous ont manqué, mais cette définition de la guerre froide est essentielle pour comprendre l'histoire du XXe siècle après la Seconde Guerre mondiale. Je vous félicite pour votre travail et à très bientôt. Bonne journée à tous.